Bienvenue au module 3. Ce module porte sur le jeu et l'enquête. Dans ce module, vous aurez l'occasion d'approfondir vos idées sur le jeu et sur sa valeur pédagogique. Vous étudierez la différence entre concepts scientifiques et concepts quotidiens. Après, votre attention portera sur la compréhension du concept d'enquête. Enfin, ce concept sera illustré à partir d'un exemple concret. Le module présente des situations qui amènent les éducatrices et éducateurs à s'interroger sur leurs pratiques quotidiennes. Êtes-vous prêts? Allons-y! La recherche contemporaine souligne les bénéfices que les éducatrices et les éducateurs peuvent tirer du jeu dans leurs pratiques quotidiennes. Le psychologue russe Lev Vygotsky, que nous avons déjà mentionné dans les modules précédents, affirmait que le jeu est la principale source de développement dans les années préscolaires. Il a également souligné le rôle essentiel que joue l'imagination et l'autorégulation dans le jeu des jeunes enfants. Mais qu'est-ce que c'est que le jeu exactement? Regardons cette discussion entre M. Dupont et Mme Linda, l'éducatrice de la fille de M. Dupont. Quand M. Dupont rentre dans la salle de classe de Mme Linda, celle-ci est très occupée à ranger des objets sur une table. Bonjour, Madame Linda. Ah, bonjour, Monsieur Dupont. Je viens de laisser ma petite Martine dans la cour de récréation. Voici son sac. Très bien, je vais le déposer ici pour l'instant. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, je prépare des jeux intéressants. Des jeux intéressants? Je pensais que par définition, tout jeu est intéressant. Pas tout à fait, Monsieur Dupont, pas tout à fait. Peut-être si vous commencez par m'expliquer ce qu'est le jeu, je vais comprendre. Bon, d'abord, il faudra comprendre qu'un jeu, c'est une activité, mais pas toute activité est un jeu. Vous voyez? Je vois. Ce que je prépare ici, ce sont des jeux conçus dans une perspective pédagogique. Vous voyez, dans toutes les civilisations, on a attribué au jeu des propos différents. De nos jours, le jeu est compris de deux manières distinctes. L'une cherche à promouvoir l'épanouissement de l'enfant, donc on encourage ici le jeu libre. L'autre comprend le jeu comme moyen de développement et d'apprentissage, donc on encourage ici le jeu structuré. Bien sûr, les deux compréhensions du jeu sont complémentaires, toutefois, il y a des nuances. Avant de continuer, réfléchissons sur la question suivante. Est-ce que toute activité que réalise l'enfant est un jeu? Que pensez-vous? Oui? Pas tout à fait. Par exemple, l'enfant peut aider à ranger une salle des jeux, à mettre les jouets à leur place, sans que les rangements puissent être vus comme un jeu. Et maintenant, que répondriez-vous à la question suivante? Toute activité amusante constitue-t-elle un jeu? Que pensez-vous? Oui? Pas tout à fait. Par exemple, les enfants s'amusent à regarder la télévision sans que regarder la télévision puisse être vu comme un jeu. Les psychologues trouvent des difficultés à donner une définition précise du jeu. Un spécialiste de l'éducation en petite enfance, Peter Pizzolongo, dit que les tentatives de définition du jeu aboutissent invariablement à des idées contradictoires. Certains, par exemple, définissent le jeu comme quelque chose d'amusant. D'autres le définissent comme un moyen d'apprentissage pour les enfants. Toutefois, il y a un certain consensus au sujet de quelques traits fondamentaux du jeu. Dans le jeu, les enfants ont une grande liberté d'action. Leur motivation est un vecteur important. Un enfant non motivé ne va pas s'embarquer dans un jeu. Le jeu est une cause de plaisir. Le jeu comporte une dimension de spontanéité. Voici un exemple de jeu, un jeu qu'on appelle « jeu de rôle ». Deux enfants de 4 ans peuvent décider d'eux-mêmes de jouer au patient et au docteur. Chacun prend un rôle
ils ne suivent pas un chemin préétabli. De plus, en jouant, ils prennent du plaisir. On peut classer les jeux d'enfants de plusieurs manières. Voici 2 exemples. Premièrement, on peut classer les jeux selon la nature de l'interaction des enfants. Ainsi, on y retrouve le jeu solitaire. Ce jeu apparaît souvent chez les enfants de la naissance à 18 mois environ. Ensuite, le jeu en parallèle, où des enfants vont jouer l'un à côté de l'autre sans interagir directement. C'est un type de jeu qu'on voit chez les enfants âgés de 4 ou 5 ans environ. Enfin, il y a le jeu coopératif, c'est-à-dire 2 enfants ou plus jouent ensemble d'une manière plus ou moins coordonnée. Comme deuxième exemple, on peut aussi classer les jeux selon le degré d'autonomie de l'enfant. Dans ce cas, on peut distinguer le jeu libre du jeu structuré. Avant de continuer, réfléchissons sur la question suivante. Les enfants apprennent-ils toujours quelque chose de nouveau en jouant à n'importe quel type de jeu? Oui ou non? Pensez-vous que oui? La réponse est non. Ce n'est pas vrai que n'importe quel type de jeu conduit nécessairement à un nouvel apprentissage. Voici une autre question. N'importe quel type de jeu a des effets sur le développement cognitif de l'enfant? Oui ou non? Pensez-vous que oui? La réponse est non. Pensez, par exemple, un enfant qui sait déjà très bien et sans difficulté placer des formes dans un casse-tête à 3 places. Jouer à ces jeux peut faire plaisir à l'enfant, mais ses fonctions cognitives, comme la mémoire et l'attention, ne vont pas nécessairement se développer davantage. Ceci signifie qu'il va falloir porter grande attention au type de jeu à prendre en compte pour faire développer certaines fonctions cognitives chez l'enfant. Il va falloir aussi porter grande attention au type de jeu à prendre en compte pour conduire l'enfant à de nouveaux apprentissages. Vous venez de compléter la section 1 du module 3. Vous avez maintenant une meilleure idée de ce qu'est le jeu en la petite enfance. Vous commencez maintenant la section 2. Quelle est la valeur pédagogique du jeu exactement? La réponse à cette question dépend de la conception de l'enfant et de son développement que vous adoptez. Dans le module 2, nous avons vu que la conception naturaliste du développement part du principe que l'enfant se développe selon un rythme propre. Le psychologue Jean Piaget conçoit ce rythme comme quelque chose qui suit des lois universelles de la maturation psychologique. D'autres psychologues et éducateurs conçoivent ce rythme comme étant quelque chose de purement subjectif. Le rythme de développement dépendrait de l'enfant lui-même. Dans un cas comme dans l'autre, dans cette conception du développement, on croit que les concepts à apprendre doivent être présentés aux enfants seulement une fois qu'ils ont atteint le niveau de développement cognitif nécessaire pour les comprendre. Il en va de même pour le jeu. Dans cette conception du développement, l'enfant ne pourra jouer que des jeux pour lesquels il a déjà les compétences nécessaires pour le faire. Une fois que l'enfant avance naturellement d'un cran dans son développement, il pourra jouer à des nouveaux jeux. Dans cette perspective, le jeu apparaît en fin de compte comme un moyen qui permet à l'enfant de consolider ses fonctions psychologiques comme la mémoire, l'attention, etc. Mais il y a une autre conception du développement de l'enfant que nous avons vue au module 2, la conception socio-culturelle du développement. Elle conduit à voir la valeur pédagogique du jeu autrement. Rappelons-nous que cette conception part d'un principe différent. On considère que le développement des fonctions psychologiques de l'enfant
ne peut pas être compris comme une évolution d'ordre purement individuel. Non plus, ce développement ne peut pas être compris comme un processus qui suit simplement des lois universelles de la maturation psychologique. Selon la conception socio-culturelle, le développement doit être compris en relation étroite avec le contexte socio-culturel de l'enfant. Les chercheurs socio-culturels du développement sont d'accord avec l'idée que les enfants apprennent naturellement en jouant. Ils sont aussi d'accord avec l'idée que les enfants sont naturellement portés à jouer et à apaiser leur curiosité par le jeu. Mais, contrairement aux chercheurs qui adoptent la conception naturaliste du développement, ils pensent qu'à tout moment pendant l'enfance, il y a des fonctions psychologiques qui, sans être complètement développées, sont prêtes à évoluer davantage. Une application importante de cette idée en petite enfance est la suivante. En interaction avec les adultes pendant un jeu adéquat, les fonctions psychologiques de l'enfant peuvent se développer davantage. Revenons au jeu de comptage que l'éducatrice proposait à Emma dans les vidéos que nous avons vues précédemment. Dans l'activité du comptage des collections de bâtonnets rouges et bleus, Emma compte les 5 objets avec succès. Ce n'est pas le cas dans le comptage de la collection des roches qui comporte 9 éléments. Bref, Emma est prête à compter des petites collections, mais pas de collections un peu plus nombreuses. Dans la perspective du développement naturel de l'enfant, on devrait attendre à ce que les fonctions cognitives d'Emma se développent davantage pour lui proposer des jeux de comptage de collections de 9 éléments ou plus. Dans la perspective socio-culturelle, ce n'est pas la peine d'attendre. Le jeu de comptage des roches offre à Emma des possibilités de développement. Avec l'aide de l'éducatrice ou de l'éducateur, Emma pourrait commencer à compter des collections de plus de 5 objets. Il y aurait des fonctions cognitives chez Emma qui, sans être totalement développées, seraient prêtes à continuer leur développement en travaillant étroitement avec les éducatrices et les éducateurs. Donc, en plus de la laisser jouer librement, il faudrait aussi proposer à Emma des jeux qui ne sont peut-être pas tout à fait réussis, mais qu'Emma pourrait peu à peu réussir avec l'aide du personnel éducateur. Dans cette section, vous avez appris que la réponse à la question « Quelle est la valeur pédagogique du jeu ?» dépend de la conception de l'enfant et de son développement qu'on adopte. Dans la conception naturaliste, c'est l'état actuel de développement cognitif de l'enfant qui détermine les jeux auxquels il peut participer. Ainsi, selon cette conception, il est inutile de proposer des jeux qui exigent l'intervention des fonctions psychologiques qui ne sont pas prêtes ou suffisamment développées. Dans cette conception, on préfère souvent que les adultes n'interviennent pas dans le jeu des enfants afin d'éviter de contaminer la qualité spontanée du jeu. Dans la conception socio-culturelle du développement, ce n'est pas seulement l'état actuel du développement cognitif de l'enfant qui détermine les jeux auxquels celui-ci peut participer. On considère que, même si le jeu exigeait l'intervention des fonctions psychologiques qui ne sont pas prêtes ou suffisamment développées, il y a tout au moins des jeux qui pourraient être réussis par l'enfant avec l'aide de l'éducatrice ou l'éducateur. Ce sont ces jeux qui sont à la base du développement et de l'apprentissage. Vous commencez la section 3 du module 3. Pour mieux comprendre les possibilités développementales qu'offre le jeu, tournons-nous vers la distinction entre concepts scientifiques et concepts quotidiens. Le concept quotidien est le concept qui émane de l'activité spontanée de l'enfant. Dans le module 1, nous avons vu Magali, une petite fille de 2 ans et demi, dans un jeu de reconnaissance de forme. Regardons avec plus d'attention comment Magali procède dans la solution du casse-tête. Ok, ma belle Magali, tu peux essayer. Nous venons de voir que Magali met 2 petits cercles à leur place sans problème. Cependant, elle ne trouve pas tout de suite l'endroit où se situe l'ellipse.
Magali semble être guidée par la taille et la forme. L'ellipse est relativement grande et elle est un peu ronde. Elle essaye d'abord de placer l'ellipse dans la grande place à sa droite, mais elle n'est pas satisfaite. Donc, elle essaye de la placer dans l'espace rectangulaire devant elle. Elle se rend compte que l'ellipse ne rentre pas exactement. Après plusieurs essais, elle finit par trouver l'emplacement de l'ellipse verte et du rectangle rouge. Ce qui émane de cette activité spontanée de l'enfant est ce qu'on appelle un concept quotidien. Le concept quotidien n'est pas médiatisé par le langage. Il émerge de l'activité kinesthésique et perceptuelle de l'enfant. Magali voit des formes, elle les touche, elle les déplace, elle fait des associations, elle apprend à faire des abstractions, comme par exemple la couleur. En effet, la couleur ne donne pas d'indice entre la forme et sa place dans le casse-tête. Tous ces éléments font partie du concept quotidien de forme qui est en train d'émaner de l'activité de Magali. Or, la définition de forme et ses classifications font partie du concept scientifique de forme. Par exemple, la définition d'un rectangle comme concept scientifique est la suivante. Le rectangle est la forme constituée de 4 lignes formant d'angles droits. Or, on ne peut pas raisonnablement espérer que cette définition découlera de la seule activité spontanée de l'enfant. De la même façon, on ne peut pas s'attendre à ce que l'enfant tout seul ou en jouant avec d'autres enfants arrive à classifier les triangles selon leurs angles ou encore selon leurs côtés. La classification de triangles en triangles équilatéraux, isocèles et salènes font partie du concept scientifique du triangle. On peut mieux comprendre la différence entre concept quotidien et concept scientifique en faisant référence au langage. L'enfant apprend le langage oral naturellement, en interaction avec ses tuteurs, la famille, les éducatrices et éducateurs et d'autres personnes. Du point de vue de l'apprentissage, le langage oral offre un exemple de concept quotidien. En revanche, l'enfant n'arrive pas à apprendre le langage écrit de manière spontanée. L'apprentissage du langage écrit passe par une sorte d'activité qui n'est plus spontanée. Elle sollicite l'intervention de l'adulte. Toutefois, il y a un autre point très important à retenir. Quand l'enfant produit des concepts quotidiens, il n'est pas nécessairement conscient du concept à un niveau profond de conscience. L'enfant agit, comme la petite Magali avec les formes. En effet, Magali voit, elle perçoit et elle sent par le biais de la manipulation qu'il y a des formes qui conviennent à une certaine place du casse-tête. Mais elle ne réfléchit pas forcément sur ce qui fait que la forme rentre ou non dans une place donnée. Cependant, l'acquisition d'un concept scientifique passe par une réflexion et l'utilisation d'un langage. Notons que plusieurs documents gouvernementaux canadiens sur la petite enfance insistent sur l'importance de faire la distinction entre concept quotidien et concept scientifique, même s'ils n'utilisent pas ces mots. Par exemple, le document « Comment apprend-on » publié par le ministère de l'Éducation de l'Ontario fait référence à l'éducateur américain John Dewey, quand celui-ci affirmait que l'apprentissage passe par une action réfléchie et justifiée, contrairement à une action ordinaire. Une action justifiée veut dire qu'on compare cette action à d'autres actions possibles et qu'on donne des raisons sur sa pertinence. Ceci implique un contexte social à l'intérieur duquel on justifie l'action pour quelqu'un d'autre, et cela ne peut se faire qu'à travers le langage. L'action justifiée à la base de l'apprentissage dont parlait John Dewey nous insère dans la normativité qui sous-tend la raison scientifique. Dans le jeu libre, cette justification n'est pas nécessaire. Le jeu libre est le domaine du concept quotidien. Nous pouvons nous demander maintenant, en quoi cette distinction entre concept scientifique et concept quotidien nous aide à comprendre les limites et les possibilités du jeu. Le jeu libre ou très peu structuré va offrir l'espace pour que l'enfant développe des concepts spontanés.
Cependant, pour arriver au concept scientifique comme celui de nombre ou de forme, il sera nécessaire de mettre à la disposition des enfants des jeux plus structurés où l'éducatrice et l'éducateur auront une place beaucoup plus importante que dans le jeu libre ou peu structuré. Il faut faire attention ici. Ce qui vient d'être dit ne minimise pas l'importance du jeu libre ou peu structuré. Au contraire, ce genre de jeu est très important, car les concepts scientifiques vont s'appuyer sur les concepts quotidiens créés spontanément par l'enfant. Il n'y a pas de continuité naturelle entre les concepts quotidiens et les concepts scientifiques. En fait, entre les uns et les autres, il y a un grand écart. Les concepts scientifiques sont le produit d'une évolution culturelle importante qui comporte des abstractions forgées par des milliers de générations précédentes. Pour établir des liens entre les concepts quotidiens des enfants et les concepts scientifiques culturels, l'intervention de l'éducatrice et de l'éducateur est tout à fait nécessaire. C'est ici que l'enquête prend tout son sens, car l'enquête est une approche éducative de grande importance. Vous venez de compléter la section 3 du module 3. Vous comprenez maintenant la différence entre concepts quotidiens et concepts scientifiques. La prochaine section de ce module vous propose d'aller plus loin en vous invitant à vous immerger dans une réflexion sur l'enquête. Si l'enquête est une approche éducative de grande importance, il est nécessaire maintenant de préciser ce qu'est une enquête et son rôle dans la préparation des premiers contacts de l'enfant avec la numératie. Nous avons vu que les jeunes enfants d'âge préscolaire possèdent une curiosité naturelle et des compétences de base leur permettant d'exercer des activités ludiques. De ces compétences émergent des concepts spontanés qui serviront de base à l'acquisition des concepts scientifiques culturels véhiculés par l'école et la société. L'enquête apparaît comme excellente approche pédagogique pour amener l'enfant plus loin, en l'invitant à mener des actions complexes et des réflexions soutenues. Bien sûr, il s'agit d'une préparation à une compréhension des concepts scientifiques qui aura lieu de manière plus systématique à l'école. Débutons notre réflexion par une question simple. Qu'est-ce que c'est qu'une enquête? Une enquête est une démarche dont le but est de formuler une question et d'y répondre. Pour arriver à la réponse, l'enfant va devoir faire quelque chose. Par exemple, il va mener des actions, souvent en utilisant des objets. Il va réfléchir sur les actions entreprises à l'aide du langage. Bref, une enquête comprend 3 étapes. La formulation d'une question ou un but à atteindre. Une démarche qui amène l'enfant à offrir une réponse à la question. Une réflexion langagère sur ce qui a été fait. La démarche qui amène à la réponse est un processus de résolution de problèmes. Les conditions d'une enquête suggèrent que ce n'est pas vrai que n'importe quelle activité peut être considérée comme une enquête. Me voici de retour. J'ai une question pour vous. Croyez-vous que l'activité de reconnaissance de forme de la petite Magali est une enquête? Oui ou non? Pensez-vous que oui? Pas tout à fait. Si nous revenons à l'activité de Magali sur la reconnaissance des formes, nous constatons que l'activité comporte un but. En effet, l'éducatrice avait demandé à Magali de placer les formes au bon endroit. La condition A est donc remplie. Magali a suivi un processus de résolution des problèmes. Elle a pris en compte la taille et ensuite la forme des objets. Cette démarche lui a permis de compléter les casse-têtes. La condition B est donc remplie. Mais d'après ce que nous avons vu, il n'y a pas eu de réflexion sur la procédure suivie. La condition C n'est donc pas remplie. L'activité du casse-tête n'est donc pas une enquête.
Une enquête comprend l'explication de la démarche. L'activité de Magali aurait pu devenir une enquête si, par exemple, l'éducatrice avait demandé à Magali d'expliquer sa procédure. Il se peut très bien que Magali ne puisse pas exprimer en mots sa procédure. Ce n'est pas grave. L'éducatrice peut l'aider. Elle peut même le faire à la place de Magali, puis elle peut demander à Magali d'essayer de le dire elle-même. De cette manière, Magali aurait commencé à comprendre ce que culturellement signifie fournir des explications mathématiques. Toutefois, l'idée n'est pas de rendre toute activité une enquête. Il faut donner le temps aux enfants de s'amuser avec le casse-tête de forme. Ces activités de jeu occupent une place importante dans le développement de l'enfant. Mais plus tard, il faudra trouver un moment pour aller plus loin. Et c'est ici que l'enquête a toute sa place. Et nous voici presque à la fin du module. Pour terminer, nous vous proposons un exemple d'enquête en petite enfance. Dans cette enquête participent Tyler, Jay et une éducatrice. Tyler à gauche a 3 ans et 11 mois et Jay à droite a 3 ans et 7 mois. L'éducatrice donne une collection de blocs jaunes à Tyler et une collection de blocs bleus à Jay et demande aux enfants d'en faire chacun une tour. Le but de l'enquête est de comparer les tours. Les blocs à toi, c'est les blocs à J. On va faire une tour. OK? Tu les mets un par-dessus. Par-dessus. Qui a plus de blocs? Est-ce que c'est J ou c'est Tyler? Moi. Tu penses que c'est toi, Tyler? Tu les comptes-tu? Compte combien tu en as. 1. Mets ton doigt dessus. 1. J compte 1. Après, c'est 2. Mets ton doigt là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jay en a 6. Toi, Tyler, tu en as combien? 1, 2, 3, 4. Quelle est la plus grosse tour? Est-ce que c'est celle de Jay ou de Tyler? Qui en a le plus? Moi. Pourquoi c'est toi qui en a le plus? Est-ce qu'elle est plus grosse ou plus petite que la tour à Tyler? Elle est plus grosse. Qu'avons-nous vu? Dans la première partie, l'éducatrice donne les blocs et demande aux enfants de faire une tour avec leurs blocs. Ensuite, elle demande aux enfants de dire à le plus de blocs. Tyler, à gauche, dit que c'est lui qui a le plus de blocs. Il ne donne pas de justification. L'éducatrice invite alors les enfants à compter. Compter les blocs devient la stratégie mathématique pour répondre à la question. L'éducatrice guide les enfants dans le comptage des blocs. Les enfants suivent le comptage du mieux qu'ils peuvent. Or, cette stratégie ne s'avère pas efficace. Les enfants ont suivi le comptage sans apparemment trop comprendre. Chacun d'eux dit avoir le plus de blocs. L'éducatrice change donc de stratégie. Elle a recours à une comparaison perceptuelle entre les tours et demande aux enfants d'indiquer la tour la plus grosse. L'échange finit avec l'éducatrice qui pose la question. Est-ce qu'elle est plus grosse ou plus petite que la tour à Tyler? Elle offre une réponse. Elle est plus grosse. Résumons ce qui s'est passé. Cette enquête visait à comparer 2 collections de blocs. Pour les comparer, l'éducatrice invite d'abord les enfants à compter. Elle guide les enfants, mais après le comptage, chaque enfant affirme avoir plus de blocs dans sa collection. L'éducatrice essaie une autre stratégie, comparaison visuelle des collections. Elle offre la conclusion aux enfants. La collection de Jay est la plus grosse. Qu'est-ce que les enfants ont appris durant cette enquête? Ils ont appris plusieurs choses, même s'il ne s'agit pas d'un apprentissage approfondi. C'est en fait le début d'un apprentissage mathématique qui va durer plusieurs années et déboucher sur le concept scientifique de nombre. À travers cette enquête,
les enfants ont commencé à comprendre comment on compare des collections d'objets. Plus spécifiquement, ils ont commencé à comprendre qu'il y a des manières culturellement établies pour répondre à la question de la comparaison de collections. Deux de ces manières sont le comptage et la visualisation. Par là, les enfants commencent à s'introduire peu à peu dans un monde scientifique avec ses exigences et ses manières de voir le monde. Il semble que l'enquête est un concept très important ces jours-ci dans l'éducation de la petite enfance. Vous avez raison. Pourquoi, Madame Linda? Peut-être vous pouvez m'éclairer? On considère que l'enquête est une des approches d'apprentissage qui tire le meilleur parti possible de la curiosité naturelle des enfants. Ah, la curiosité naturelle. Ah. Oui, cette curiosité naturelle est le point de départ. Vous l'avez vu avec votre petite Martine. Elle est avide de découvrir les nombres, de compter des choses, de les comparer. Ah ouais, elle compte souvent à la maison. Or, le point le plus important à comprendre, c'est que cette curiosité naturelle doit s'épanouir dans le monde social et culturel. S'épanouir? Maintenant, je ne suis plus sûr que je vous suis. Ce que je veux dire, c'est que la curiosité naturelle de l'enfant doit entrer en dialogue avec les manières culturelles de penser le monde. La curiosité de l'enfant peut déboucher sur une idée, mais puisque nous ne vivons pas seuls dans le monde, cette idée va devoir être justifiée devant d'autres idées possibles. OK. Je vais vous donner un exemple concret. Dans la salle de classe d'une de mes collègues, un des enfants, Tyler, avait une tour de 4 blocs. L'autre enfant, Jay, en avait 6. Tous les blocs avaient la même taille. Tous les enfants ont construit des tours avec leurs blocs. Mais Tyler soutenait fermement qu'il y avait plus de blocs que Jay. Comment expliquez-vous ça? Ben, j'avoue ne pas savoir comment l'expliquer. Mais la réponse de Tyler nous surprend, n'est-ce pas? La réponse est peut-être brillante, mais elle nous surprend car elle va à l'encontre de la manière culturelle spécifique que nous utilisons pour comparer les choses. Bon, remarquez que sans cette manière culturelle que nous avons pour comparer les choses, on ne pourrait rien acheter à l'épicerie. On ne saurait pas si l'argent que vous mettez sur la table du commis à la caisse pour payer votre pot de confiture correspond au prix de vente de la confiture. Est-ce que c'est moins, c'est égal, c'est plus? C'est parce que nous participons à une même manière culturelle de penser les nombres que nous pouvons nous mettre d'accord et que vous pouvez tartiner tranquillement votre pain de confiture le matin. Ah, c'est ce que vous vouliez dire quand vous disiez que la curiosité doit s'épanouir dans le monde culturel, c'est ça? Exactement. Et c'est ici que le concept d'enquête prend tout son sens. Oui, mais pourquoi? Parce que l'enquête amène à explorer le monde qui nous entoure. Comment, Madame Linda? L'enquête, c'est une activité qui commence par une question. La question peut provenir de l'enfant ou de l'adulte. Ensuite, il y a une démarche à suivre. Enfin, il y a une réflexion sur ce qui a été fait. Oh, c'est beaucoup plus clair maintenant. Par exemple, puisque Martine a une petite étagère à déranger dans sa chambre, je pourrais lui proposer de mettre le même montant de livres en haut qu'en bas et d'expliquer la procédure. En effet, lui demander d'expliquer la procédure, c'est l'amener à justifier sa manière d'agir. Supposons que Martine a 11 livres. À travers son enquête, Martine pourra conclure que ce n'est peut-être pas possible, mais que ça le serait si elle en avait 10. Madame Linda, je vais essayer. Je vais essayer ce soir. Ce module a été consacré à l'étude de 2 concepts centraux reliés à la numératie durant la petite enfance, les concepts de jeu et d'enquête. Nous avons débuté en nous interrogeant sur ce qu'est le jeu. Ensuite, nous avons abordé le problème de la valeur pédagogique du jeu. Nous avons aussi vu que la réponse dépend de la conception du développement de l'enfant
qu'on adopte dans la pratique éducative. Par la suite, après avoir étudié la différence entre concepts scientifiques et concepts quotidiens, nous avons abordé le concept d'enquête. De plus, nous avons vu qu'une différence entre le jeu et l'enquête est que cette dernière commence par la formulation d'une question ou but à atteindre. Cette formulation peut, bien sûr, être amorcée par une phase d'exploration. Une autre différence entre le jeu et l'enquête est que celle-ci exige une réflexion de la part de l'enfant. Nous avons souligné le fait que cette réflexion se fait à travers le langage. Finalement, nous avons remarqué que tant la formulation de la question que la démarche de réflexion ne doivent pas forcément provenir de l'enfant. Les éducatrices et les éducateurs peuvent très bien travailler ensemble avec l'enfant pour réfléchir au processus de résolution de problèmes qui se trouve au cœur de l'enquête.